Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, première émission de l'après-midi de la semaine. Nous sommes le lundi 2 mars 2015, première semaine du mois de mars avec au rendez-vous 4 grandes banques centrales qui sont attendues cette semaine, vous le savez, et notamment la nuit prochaine, une décision de politique monétaire attendue de la Banque Réserve d'Australie avec un consensus qui s'oriente donc vers une nouvelle baisse du taux d'intérêt principal de la Banque centrale d'Australie depuis que la Banque populaire de Chine a abaissé deux de ses taux d'intérêt principaux samedi dernier, donc le week-end dernier. Bienvenue donc à toutes et à tous. Émission Wall Street Insider, vous en connaissez le principe, tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Je répondrai dans un second temps à vos questions. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement légal que vous connaissez peut-être pour certains par cœur et que pour d'autres vous découvrez. Présentation à titre purement indicatif, vous ne trouverez ici aucun conseil d'investissement, mais simplement des vues de marché argumentées. Alors, bienvenue, brève introduction fondamentale. Je rappelle des éléments évoqués déjà ce matin. Du côté de la Chine, donc la Banque populaire de Chine abaisse ses taux d'intérêt samedi dernier. Les taux d'intérêt, le taux principal de refinancement, celui qui sert de référence, qui est le refinancement à 1 an, en tout cas c'est le cas en Chine. Pour la Banque Centrale Européenne, vous savez que le taux d'intérêt de référence est le refinancement à 1 semaine, mais pas seulement. La Banque populaire de Chine, qui est donc l'équivalent d'une banque centrale, c'est la Banque centrale d'ailleurs, a aussi abaissé son taux de dépôt de 25 points de base. Et c'est probablement suite à ces nouvelles décisions de politique monétaire, d'ailleurs qui ont suivi l'indice PMI du gouvernement chinois, cet indicateur économique respecté par le marché, produit à la fois par le gouvernement chinois, mais produit aussi par HSBC Market. Bref, en tout cas, le PMI officiel est ressorti sous 50, ce qui est bien amène toujours les économistes à envisager un ralentissement, en tout cas la poursuite finalement du ralentissement du niveau de taux de croissance économique en Chine. Alors, voilà en tout cas comment les choses se passent. Et ce soir, donc, décision de politique monétaire, enfin, dans la nuit de lundi à mardi, de la Banque Réserve d'Australie. Du côté, et je vais commencer par ce marché-là une fois n'est pas coutume, du côté des taux périphériques, au sein de la zone euro, ils continuent de bénéficier de la perspective de l'engagement du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, resserrement général des spreads de taux d'intérêt au sein de la zone euro. C'est cette semaine, le jeudi 6 mars, que la Banque Centrale Européenne annoncera les détails de son programme de quantitative easing, remettra à jour ses prévisions de régime des prix au sein de la zone euro, ses prévisions d'évolution du niveau de la croissance économique au sein de la zone euro et surtout, c'est cette semaine que la Banque Centrale Européenne donnera le point de départ de son programme d'achat de titres d'État, 40 milliards d'euros par mois, pour rappel. Alors forcément, étant donné que c'est une semaine où la Banque Centrale Européenne va donner le détail de son quantitative easing, laissez-moi commencer ce point de marché par l'actif qui est directement concerné par ce programme d'achat d'actifs, le Bund, mais pas seulement. Alors le Bund pour l'Allemagne, mais l'OAT pour la France, et puis n'oublions pas l'Irlande, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, qui bénéficient aussi de ce processus de baisse des taux d'intérêt, en tout cas des rendements obligataires pour la dette à 10 ans. Bon, simplement, il y a toujours un désalignement du marché obligataire grec qui lui reste de toute façon sous pression en dépit, je vous le rappelle, d'une validation par le Bundestag de l'aide à la Grèce et qui a donc été prolongée de 4 mois la semaine dernière. Voilà, ça c'était des éléments fondamentaux importants à savoir la semaine dernière. Le Bund donc, pour en revenir à nos graphiques, parlons peu, parlons bien, fin donc de cette introduction fondamentale. Des chiffres économiques cet après-midi tombent aux États-Unis. Alors comme d'habitude, c'est aussi un des principes de cette émission, c'est de les suivre. De quoi s'agit-il? Et ensuite, je passe directement sur les graphiques. Eh bien, un certain nombre de chiffres sont attendus, certains sont déjà tombés, mais nous allons notamment nous concentrer, nous, sur à nouveau cet indice PMI, alors l'indice de confiance des directeurs d'achat. Aux États-Unis, alors par exemple pour la Chine, il y a à la fois le PMI proposé par le gouvernement chinois et le PMI proposé par Markit. Aux États-Unis, deux indices sont surveillés, le PMI de Markit, 15h45, et le PMI de l'ISM, 16h. C'est celui-ci qui sera le plus surveillé par le marché, avec un impact attendu sur le dollar américain. Parenthèse introductive complètement fermée. Le Bund c'est donc bullish, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est que cette semaine,
Notre contrat CFD arrive à son échéance, donc ce sera cette semaine, et je vous ai parlé donc ce matin d'une section de notre forum qui vous rappelle toutes ces dates importantes. Le principe de l'expiration de notre contrat CFD, mais ça concerne aussi le cuivre et puis d'autres contrats, c'est que les positions sont clôturées automatiquement le soir, justement le jour de cette échéance. Et donc, c'est jeudi 6 mars, après les détails et notamment la date de départ du programme d'achat d'actifs de la Banque Centrale Européenne, que ce contrat va clôturer. Pour le moment, sur le plan de la tendance, c'est parfaitement haussier. Dernier signal technique en date, il a été donné lors de la cassure haussière ici du 25 février. Résolution haussière d'une structure chartiste assez classique, en range, qui a plus ou moins pris la forme d'un espèce de triangle rectangle. Voilà, on en est sorti par le haut. Ici, j'ai positionné, alors j'ai pas le choix. Pourquoi est-ce que j'utilise là des extensions, et notamment des extensions de Fibonacci, un outil que vous retrouvez juste là. Dans cet onglet déroulant, vous avez d'ailleurs tout un tas d'outils basés sur ces ratios de Fibonacci. Et bien pourquoi? Parce que jamais les rendements obligataires ont été si bas au sein de la zone euro. C'est du jamais vu, c'est historique, et forcément, le principe de l'analyse technique, c'est d'aller chercher des niveaux de prix qui ont déjà été testés par le passé, sauf que là, il n'y en a pas. Donc on est bien obligé de faire des projections qui sont complètement théoriques, mais en tout cas, là, on peut observer que ça fonctionne bien lorsqu'on projette comme ça des proportions passées dans le futur. Donc dans le futur à la fois dans le temps, mais ce sont des proportions, donc forcément je projette l'axe ici des ordonnées. Donc un support que le marché forme depuis la semaine dernière à 159,25. Il y a quand même une probabilité assez importante, je dirais, que ce support tienne avant le jeudi 6 mars, avant les détails du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Alors, juste quelque chose que vous devez savoir, hein, que vous déteniez par exemple une position longue sur ce marché depuis plusieurs semaines, c'est une bonne chose, mais je vous rappelle que donc le soir de l'échéance, jeudi prochain, la position sera clôturée. Mais dès le lendemain, vous allez bénéficier d'un nouveau contrat qui vous permettra de repartir pour plusieurs semaines dans le sens donc de la tendance haussière, sauf surprise émanant donc de la Banque Centrale Européenne, ce qui pour le moment semble être assez largement écarté par le marché. Premier support 159,20, au-dessus ça reste haussier. Qui dit support dit forcément un niveau qui peut être utile pour créer son money management. Alors ça, ce sont, je vous rappelle, le money management, c'est quelque chose qui est à votre discrétion à 100%. Mais en tout cas, voilà un niveau de support sur lequel j'attire votre attention. Voilà donc pour ce marché. Maintenant, je vous propose d'étudier le cas des paires majeures, et notamment de l'euro-dollar. Alors, c'est quelque chose que nous avons souligné dès le petit matin ici, enfin dès le petit matin, dès le début de la session européenne. Divergence haussière ici, validée en intraday sur l'euro-dollar. Elle a été validée quand? À la clôture ce matin ici. À la clôture du marché, c'était assez net. Sur cette clôture ici, H4, donc je parlerai de la clôture H4 de... alors, attendez, il est 15h26, donc de 7h. Donc il y avait déjà le signal en l'état, non de 11h, pardonnez-moi, de 11h. Elle était potentielle, elle est devenue active. L'idée c'est quoi? Comme je le rappelle ce matin, c'est d'envisager que l'indicateur lui rejoigne la neutralité, voire un peu plus, et de revoir l'eurodoll aller chercher les 1,1260. Alors c'était plutôt quelque chose à mettre en place en session européenne. Là on a quand même fait une bonne partie du chemin, sachant que cet après-midi, et là dans moins d'une demi-heure, c'est la partie USD qui va être impacté par les statistiques. Mais en tout cas, l'euro commence plutôt bien la semaine. Alors à quels fondamentaux vous pouvez rattacher ça? Bien, vous avez peut-être ce matin pris connaissance de la première estimation flash du niveau de l'évolution des prix au sein de la zone euro au mois de février. Le mois de février vient à peine de se terminer, on estime d'entrée, il y a encore des informations qui doivent remonter, c'est pourquoi il y a plusieurs estimations, mais ça c'est la première et elle est suivie par le marché. L'inflation globale, celle qui intègre le prix de l'énergie, recule en février mais d'une façon moins importante que prévu, ce qui est de nature à soutenir l'euro. En l'état, nous avions déjà dès vendredi ces mêmes chiffres préliminaires pour les économies du sud de l'Europe qui laissaient présager un chiffre moins négatif que le consensus pour la zone euro dans sa globalité. Voilà en tout cas ce qui permet à l'euro-dollar
Voilà, en tout cas, ce qui permet à cette divergence haussière technique intraday de bien fonctionner, sachant que des fondamentaux complètement opposés auraient pu complètement la neutraliser. Mais en tout cas, voilà pour l'instant où nous en sommes. Une bonne partie du chemin a été fait. Je ne serais pas surpris toujours que ce marché puisse aller chercher jusque les niveaux des 1,1260. Alors, et donc je dirais qu'en début d'après-midi européenne, lorsqu'on a eu ce retour ici sur 1,1220, 1,1215, 1,1220, il y avait peut-être quelque chose à attraper, mais c'est pas forcément c'est pas évident d'exploiter ce type d'éléments techniques pour une stratégie positive. Par contre, c'est ce que je vous rappelais ce matin, le fait de voir ici le momentum contredire les prix permettait de ne pas tomber dans le piège de la cassure des 1,1190. Et donc de shorter la cassure du support, ce qui en l'état peut être un signal technique, mais là elle était contredite par le RSI, donc il fallait justement s'en méfier. Alors des paires majeures, il y en a d'autres, on va les regarder. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est de nous focaliser sur le dollar australien, puisque c'est la dernière émission de marché que vous aurez avant la prochaine décision de la Banque Réserve d'Australie. Ce soir, 4h30, les plus courageux seront levés, d'autres non. Clairement, le marché anticipe. Alors, je suis surpris parce que j'avais jeté un œil au consensus. Le marché n'anticipait pas, la semaine dernière, une nouvelle baisse des taux, où j'ai peut-être mal regardé. Mais c'est probable que le consensus ait réagi par contre à une baisse surprise, nouvelle baisse, des taux d'intérêt de la Banque Populaire de Chine que le marché n'anticipait pas, que le marché n'attendait pas. C'est quelque chose qui revient régulièrement, qui a eu lieu 2 fois la semaine dernière. D'abord le taux principal et ensuite le taux de dépôt. Je pense que le marché a été surpris par la baisse du taux de dépôt de la Banque Populaire de Chine de 25 points de base. Donc un taux d'intérêt qui a été baissé samedi. Et en l'état, c'est peut-être pour ça que le consensus s'est un peu réactualisé en ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt en Australie. Baisse surprise, c'était en janvier, avec un taux qui est passé de 2,50 à 2,25. A priori, le consensus anticipe ce soir la baisse de ce même taux d'intérêt de 2,25 à 2. Alors, quand est-ce qu'a eu lieu cette baisse des taux d'intérêt ici en Australie? Début février. Voilà. Donc je vous propose de nous concentrer sur l'euro AUD pour commencer, puis après toutes les paires en AUD, pour voir ce qui s'était passé, sachant que comme le rappelait tout à l'heure, j'en discutais avec mon collègue Adrian, elle avait été surprise cette baisse en janvier. Celle de ce soir, a priori, selon le consensus, ne le sera pas. Alors, c'est jamais évident. Est-ce que le fait que le marché l'anticipe, est-ce déjà intégré ou pas? Personne n'a réellement la réponse. On va regarder donc ce que propose l'analyse technique. L'euro AUD, je dirais, a trouvé ce matin un support, alors qui correspond, en utilisant l'analyse chartiste, à cette ligne de tendance ici, qui venait en fait attraper ces deux mèches ici les plus saillantes et qui venait finalement permettre d'attraper un point bas ici sur les 1,4285. Je dirais pas que l'euro AUD c'est pas forcément celle qui me plaît le plus, mais j'ai quand même le sentiment que le marché tente ici de trouver un support ici au-dessus de ces 1,42. On teste maintenant, alors on retrouve rapidement des résistances, mais il y a celle-ci. On retrouve ici cette moyenne mobile importante qui est la moyenne mobile à 30 semaines qui est parfaitement plate. L'euro AUD c'est comme l'euro CAD, hein. Ce sont des flats depuis, ce sont des ranges depuis, je dirais presque 6 mois. Alors ce sont de vastes ranges, hein, mais l'euro CAD et l'euro AUD, ce sont de vastes ranges. Bah pourquoi? Parce que le CAD, l'euro, l'AUD, ils se sont fait plier face au dollar US, et forcément lorsqu'on les ramène ensemble, ça crée des espèces de ranges assez larges. Regardez par exemple, hein, si vous prenez le dollar canadien, il a chuté face à l'USD. L'euro, tout le monde sait aussi qu'il a chuté. On aurait pu s'attendre aussi à ce que le dollar canadien eh bien, chute face à l'euro. Et non, l'euro CAD il est quand même globalement resté flat, quoi, dans un range assez large. C'est plus ou moins le même topo sur l'euro AUD. Donc, pourquoi pas envisager ce soir avec la baisse annoncée des taux d'intérêt de la Banque Centrale d'Australie. Ce qui serait vraiment une surprise pour le coup ce soir, c'est de ne pas avoir de baisse. Pourquoi pas envisager un euro AUD en mesure de rejoindre cette résistance ici à 1,46? Pourquoi pas? Je pense qu'il y a un niveau d'accélération et une résistance à surveiller, c'est donc cette moyenne mobile à 30 semaines qui passe actuellement sur les 1,4450. Donc là quand même depuis ce matin on est passé de 1,43 à 1,4450, 150 pips de rebond de l'euro AUD. Il était sur support au début de la session asiatique. Il est désormais sous une résistance ici intermédiaire. Voilà pour le moment donc ce que je peux vous livrer sur l'euro AUD. Continuons donc sur ces paires en dollars australiens et notamment ici donc le GBP AUD. Alors GBP AUD il me plaît toujours parce que
Globalement, bah, c'est une belle tendance haussière. Ça, c'était une structure chartiste que je vous présentais ce matin. Alors, moi, là, je vais juste vous montrer des graphiques intraday, mais en utilisant des graphiques de long terme, il y a toujours un pullback envisageable un jour à 1,93. 1,93, ce serait vraiment le niveau intéressant dans le sens de la tendance haussière. Ce qui fait au fond que je m'intéresse au 1,96, c'est que déjà c'était un niveau horizontal. D'autre part, il a tenu à 1, 2, 3 reprises. Et d'autre part, il soutient le renfort ici de cette moyenne mobile à 20 jours qui est apposée sur les bougies japonaises 4 heures du GBP AUD. Donc, on l'état. Je répète plus ou moins ce que je répète sur l'euro, sur le GBP AUD depuis quand? Je dirais depuis la mi-février en fait. Mon analyse technique du GBP AUD elle n'a pas changé depuis la mi-février. Support 1,96. Au-dessus, j'aurais tendance à considérer que c'est toujours haussier. Voir ce soir alors, un AUD qui exploserait à la hausse suite à la décision de la RBA pourrait ramener le cross en direction d'un 93. Pour le moment, je privilégie donc la tendance et j'aurais toujours plutôt envie de défendre le fait que le marché parvienne à sortir par le haut de cette phase de transition latérale 1,96, premier support. Euro AUD, GBP AUD, nous les avons donc évoqués. Voilà un cas un peu plus complexe, pas évident, le cas de l'AUD Yen. Alors, il est compliqué ce cas de l'AUD Yen, pourquoi? Où se trouve le choc de février? Ici. Voilà ce qui s'est passé sur l'AUD Yen début février lorsque nous avons eu la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale d'Australie. Un choc, et en fait ça a été rapidement neutralisé, et le marché s'est rapidement repris sur l'AUD Yen. Donc ça c'est un fait. Alors un instant, voilà, hop. Donc le marché s'est justement rapidement repris au moment donc de cette baisse. C'était le 3 alors, voilà, enfin, c'était début février, et donc maintenant voilà, le marché se retrouve sous cette oblique de tendance baissière. Donc ça c'est quelque chose d'important à souligner. Voilà. Et donc en privilégiant la tendance, j'ai toujours envie de dire que finalement sous les 93-96, il y a un risque finalement d'avoir une jambe de baisse, et ce soir d'aller chercher les disons 91-92. Ce qui serait un signal vraiment contraire, ce serait de briser à la hausse les 94. Alors là dans ces cas-là, ça veut dire que la politique monétaire de la Banque centrale d'Australie sera complètement intégrée par le marché, et ce serait en plus un signal d'achat sur la UD Yen. Mais pour le moment, voilà, il reste positionné sous cette oblique. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, je crois que nous devons... Alors, c'est pas sur la UD CAD, je sais plus sur quelle paire de devises, c'était aussi assez cash. Mais bon, j'essaierai de retrouver tout à l'heure. Bon, la UD USD, pour le moment, c'est une paire majeure, mais j'en parle parce que je parle de la UD. En ce qui me concerne, on reste toujours positionné sous la ligne de tendance baissière en place depuis septembre 2014. Ça reste baissier dans le sens de la tendance. On a vu un petit signal ici qui avait été donné à la cassure des 0,7850. Mais c'est un graphique qui rappelle quand même l'impact supérieur des horizons de temps qui sont justement supérieurs. C'est-à-dire qu'on brise à la hausse un niveau intraday ici à 0,7850. Mais on se retrouve rapidement couvert par une oblique de tendance baissière en place depuis septembre dernier. Voilà, en clair, le marché n'a pas accéléré et a donc réintégré. Et j'ai presque même désormais envie de dire que les 0,7850 sont à nouveau un niveau de résistance ici pour la UD USD qui reste donc sous pression. Alors, bon, je vais continuer sur le dollar australien. Et puis après, j'évoquerai aussi toutes ces paires de devises. L'AUD NZD, où est-il? L'AUD NZD, eh bien, le revoilà tout en bas d'ailleurs, celui-ci. Le revoilà tout en bas. Franchement, honnêtement, je suis même pas certain qu'elle représente encore un intérêt, cette paire de devises. 1,03. Le marché revient chercher 1,03. Plutôt quand même négatif ici d'avoir tenté de franchir les 1,0430 et puis d'avoir violemment réintégré. Honnêtement, je préfère me détourner de cette paire de devises qui présente là, je pense, beaucoup d'incertitudes.
En ce qui concerne la UD4, alors la UD4 il est important parce que cette semaine justement ces deux banques centrales sont concernées. La nuit prochaine la Banque centrale d'Australie et mercredi la Banque centrale du Canada. Le marché anticipe une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale d'Australie. Le marché n'anticipe pas une nouvelle baisse. Alors je vais quand même aller vérifier le consensus histoire de ne pas vous dire de bêtises. Mais si mes souvenirs sont bons, le marché voilà, n'anticipe pas. Alors le taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada avait été abaissé de 1% à 0,75. Là le marché anticipe plutôt une stabilisation, peut-être en lien avec le fait qu'en février, les prix du pétrole semblent être parvenus à se stabiliser. Alors maintenant, que nous dit l'analyse technique de l'AUD-CAD? Eh bien, j'aurais envie de vous dire que les derniers signaux techniques qui sont donnés sont plutôt négatifs, mais c'est franchement pas évident hein, d'aller... Alors attendez. Enfin oui et non parce que... Bon, là on a fait une belle jambe de hausse ici en décembre, on l'a retracé complètement, ça tente de repartir. Là je pense qu'on retrace ce tout dernier mouvement là. Les indicateurs ne me donnent pas réellement d'informations vraiment particulières. Est-ce qu'on peut voir ici une forme chartiste particulière? J'ai pas envie d'exagérer en vous disant qu'il s'agit d'un biseau, mais bon, il y a une compression en tout cas ici à surveiller sur la UD-CAD. Il y a une compression ici, pourquoi pas. C'est vrai que lorsque je regarde comme ça le cross AUD-CAD, j'aurais plutôt tendance à y voir un potentiel de reprise ou de range finalement entre 0,9580 et 0,98. Bon, en tout cas, je pense qu'il mieux vaut l'écarter des stratégies de vente sur le court terme du dollar australien. Pour une stratégie de vente du dollar australien, moi je vais plutôt vous conseiller le support majeur des 1,96 sur le GBP AUD, éventuellement l'oblique de tendance baissière et la résistance des 93-96 sur la UD Yen, sachant que en tout cas ça vous permet de positionner un stop, et que si on casse ce niveau la hausse, ben là pour le coup c'est net et sans bavure, ce serait un signal d'achat parfait. La UD USD, bon lui reste positionné sous son oblique, et l'euro AUD finalement, l'euro AUD, même s'il a fait 150 pips depuis l'ouverture de la session asiatique, j'aurais tendance à surveiller le niveau des 1,4450. Je pense que si le marché parvient à s'installer au-dessus des 1,4450, il serait tout à fait dans la possibilité d'accélérer en direction des 1,46. Bon, voilà, ce sont des repères d'analyse technique, je vous les donne comme ça brut. À vous de voir ensuite ce que vous souhaitez en faire. Alors, un coup d'œil sur les autres paires majeures, et notamment USD CAD, USD Yen, UD USD, NZD USD. Ce sont des éléments dont j'ai déjà parlé ce matin, mais vous n'étiez peut-être pas présent donc je vous en reparle. L'USD CAD reste selon moi une superbe tendance haussière. D'un point de vue d'analyse technique, j'aime beaucoup ce que fait ce cross ici en février, une phase de range. Le fait qu'on ait toujours tenu les 1,2375 m'invite à penser qu'on finira par en sortir par le haut. Alors on avait tenté de donner un signal ici fin février, ça n'a pas eu lieu, le marché est revenu se poser en bas. Mais finalement le support majeur a toujours tenu. On revient d'ailleurs tester ici cette oblique. Alors sur le très court terme, on est peut-être dans une petite pattern ici en intraday. Voilà, il y a peut-être un léger niveau à surveiller. Mais voilà, j'aurais toujours tendance à penser que ce marché peut reprendre sa phase ascendante et qu'on finisse par revenir chercher notamment les 1,26 et les 1,28. En tout cas sur le court terme, petite figure latérale, toujours un œil sur cette MM 20 jours plate, parfaitement plate d'ailleurs, et les prix oscillent toujours à l'intérieur. Et bien sûr les 1,2375 restent un niveau de support tout à fait important. Alors, le GBP USD, le NZD USD, l'USD Yen, NZD USD, tant qu'il se maintient sous la résistance à 0,76, c'était, je dirais, le dernier point de vente et il était exploitable la semaine dernière. L'USD Yen, toujours conservé une vue de marché plutôt positive au-dessus du premier support daily à 118,20. Alors, c'est assez lent comme mouvement, mais ça baisse pas. On pouvait s'attendre, notamment ici,
début février a vraiment un redémarrage de la tendance haussière. Lorsque les cours avaient franchi ici les 118, 90, 119, finalement non, mais ça baisse pas pour autant. Donc on a une espèce de progression dans un canal à faible pente. Je ne serais pas surpris que le marché revienne chercher 120, voire 120,80 ici sur l'USD Yen. Alors, en bref, tour d'horizon de tous ces actifs, donc un certain nombre de paires de devises. La UDCAD, je vous invite plutôt à l'exclure de vos stratégies de vente du dollar australien, étant donné que le dollar canadien est globalement sous pression, étant donné que même si le pétrole s'est stabilisé, il se maintient quand même à un niveau globalement bas. J'aurais plutôt tendance à la voir comme une stratégie plutôt d'achat, la UDCAD, mais bon, étant donné qu'il y a la UD dedans, voilà, il faut quand même rester méfiant. La UD Yen, je vous l'ai présenté tout à l'heure, la UD NZD ne présente pas d'intérêt, la UD USD toujours sous résistance de toute façon, toujours bien couvert, je dirais par le premier niveau ici à 0,7850. Alors le CAD Yen, dans le CAD Yen, on retrouve, c'est un peu différent, mais il y a une similitude technique, je dirais, avec la UD Yen. Quelle est cette similitude? C'est cette ligne de tendance baissière. Donc, je vais vous remontrer la UD Yen. Voilà la UD Yen, avec cette ligne de tendance baissière chartiste en place depuis le 23 novembre, que vous retrouvez ici depuis début décembre sur le CAD Yen. L'idée c'est quoi? Ce serait le principe du premier test. 1, 2 points, la ligne de tendance existe, tout simplement. Et la voici. Donc l'idée c'est quoi? C'est que le marché dérive à plat au-dessus d'ailleurs des 94 depuis un certain temps. Et je pense que une fois, je pense qu'au premier test de cette oblique descendante, des stratégies de vente pourraient donc être mises en place. Donc à surveiller, étant donné que si je prolonge dans le temps, vous voyez là on est quoi? On est le 2 mars. En partant du principe que le marché continuerait de dériver à plat ici sur le CAD Yen, et en utilisant l'axe des abscisses, j'arrive au niveau de l'oblique de résistance le 5 mars. Et le mercredi 4 mars, il y a donc une décision politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Donc voilà, à surveiller en tout cas, une oblique de résistance chartiste ici sur le CAD Yen qui pourrait être testée cette semaine et provoquer un rejet. L'euro GBP, voilà une paire de devises dont je ne vous ai pas parlé ce matin, mais dont nous vous avons beaucoup parlé la semaine dernière. Alors, c'est pas réellement le sujet de ce webinaire, mais c'est juste pour vous rappeler à quel niveau horizontal cela correspond. C'est un fort support, 0,7250. C'est ce niveau-là. Là, vous constatez, hein, c'est un niveau horizontal qui a son importance, qui a été plus ou moins d'ailleurs pivot entre 1997 et 2007, donc pendant 10 ans. Hein. L'euro GBP avait réellement fait un range de 10 ans entre 0,57 et 0,7250 pour en sortir par le haut ici en décembre 2007. Le marché revient dessus, on était en droit d'attendre le début d'une réaction, une petite réaction, enfin au moins un rachat de short, enfin quelque chose quoi. Parce que le dernier signal de vente en tendance, il a été donné à la cassure des 0,7750. Alors c'est pas transcendantal ce que nous fait l'euro GBP, mais voilà. On a un début de réaction sur 0,7250. Bon, on a gagné 40 pips. C'est pas non plus... Enfin voilà, c'est pas non plus un... Il faut voir un peu comment les cours peuvent réagir à la première résistance. Mais j'aurais tendance à dire que sur le court terme, je serais pas surpris que cette paire de devises soit en mesure d'aller chercher 0,7350. 0,7350 ne me surprendrait pas et c'est la première résistance. Et en fait sur les 0,7350 on peut déjà envisager peut-être des stratégies de vente revenir dans le marché. Euro, GBP, Banque Centrale Européenne, Banque d'Angleterre, ces deux banques centrales s'expriment jeudi. Voilà, ça ce sont des éléments importants. Alors justement en transition, puisque j'ai parlé d'Euro GBP, passons un peu au GBP. Tout à l'heure je vous ai présenté le GBP AUD avec toujours un niveau de support qui m'intéresse à 1,96. Le GBP NZD, je n'ai pas changé d'opinion, un niveau de support qui m'intéresse entre 2,0310 et 2,0320. Donc à ce niveau-là, pas de modification d'opinion. Le GBP CAD, c'est la même chose. Le marché tient depuis vendredi une ligne de tendance haussière en place depuis le 23 janvier et un niveau de support horizontal à 1,92.
D'ailleurs, sur le GBP CAD, le niveau des 1,92, il a encore été testé aujourd'hui. Là, c'était en session européenne. Bon, pour l'instant, tant que ça tient, ça tient. Au-dessus de ces 1,92, j'ai tendance donc à privilégier plutôt une vue de marché positive. Alors, si d'autres paires de devises vous intéressent, n'hésitez pas donc à poser une question dans la file commentaires. Les indices boursiers européens, nous avons des signaux de prise de bénéfices depuis, je dirais, la fin de la matinée en Europe, début de la session aux US. Il y a eu des cassures de momentum, donc on peut voir notamment ici sur le RSI H4 du CAC 40, qui permet, je pense, alors, vous voyez, ça correspond à cette ligne de tendance. Moi, je ne serais pas surpris que le CAC 40 revienne se positionner ici sur les 4840 points. Je pense que là, vraiment, on consolide. Ça fait longtemps que le tout premier support n'a pas relancé l'attrait acheteur sur les indices boursiers européens. En l'état, briser 4907 points serait, sur la base d'une clôture intraday H4, un signal technique de prise de bénéfice sur ce marché. On a... Alors, c'est quelque chose qui a été un peu plus visible sur le DAX ce matin. Lui aussi d'ailleurs est en train... Alors, lui forcément est un peu plus costaud. En l'état, lui, donne pas encore de... Enfin, on a un pré-signal ici sur le DAX, en intraday, qui n'est pas non plus hyper... qui n'est pas non plus très marqué. Mais en l'état, on commence à... Bon, cette consolidation, j'ai envie de dire qu'elle a été salutaire, sauf que l'analyse technique n'en donnait pas encore le signal. Le DAX, lui, il n'a pas cassé de support encore, il n'y a rien à dire sur ce marché, et j'ai presque même envie de dire que les 11 339 sont un premier support. Je vais jeter un œil à l'Eurostoxx 50, parce que lui, le MIB, alors le MIB, intéressant, le MIB atteint quand même ses semaines l'année 2014. Alors moi, mon opinion est que cette année, ces semaines l'année 2014 seront franchies. Le MIB, j'ai commencé à m'y intéresser, rappelez-vous, le 21 janvier, d'ailleurs c'était le jour de l'annonce de la BCE, lorsque le marché a brisé à la hausse cette ligne de tendance baissière, ensuite lorsqu'il a proposé un pullback sur la ligne de coup d'un triple bottom ici, donc ce support à 20 193 points, j'avais ici affiché un certain nombre de targets, bon elles ont toutes été atteintes, et notamment les 22 600 points ici sur l'ITA 40, qui sont les sommets de 2014. Donc au final, les indices du sud de l'Europe qui ont atteint leur sommet de 2014, des niveaux qu'ont déjà franchi les indices CAC, DAX et Eurostoxx 50, l'IBEX, c'est la même chose. Et lorsque vous faites la synthèse sur... alors je vais aller le chercher. Vous ne pouvez pas être étonné, hein, l'Eurostoxx 50 gagne 15% depuis le début de l'année. À un moment ou à un autre, on respire, on prend des bénéfices. C'est pas encore hyper marqué, mais clairement, je ne serais pas surpris maintenant de voir sur le court terme des cassures de support, ne serait-ce qu'en intraday sur les marchés actions européens, et revenir chercher, je ne sais pas, pour envisager par exemple les moyennes mobiles à 20 jours ou les tout premiers supports, ou un Eurostoxx 50, revenir chercher ici les 3524 points. Observez tout de même que les marchés actions européens subissent des prises de bénéfices, alors que si vous étudiez la tendance à Wall Street, là, tout va bien, quoi. Donc là aussi, c'est pas réellement non plus surprenant de prendre des bénéfices. Depuis le début de l'année, si mes souvenirs sont bons, le SP doit gagner 2 ou 3%, en Europe 15%, le FTSE 5 ou 6%. Donc voilà, il y a eu un arbitrage géographique qui était très favorable à ces actions européennes. On peut à un moment ou à un autre prendre justement des bénéfices. Les marchés actions US, puisque vous êtes ici au cœur de l'émission Wall Street Insider, même s'ils ont moins progressé que les marchés actions européens depuis le début de l'année, n'en reste pas pour le moins puissamment haussier. La saison des trimestriels, elle est terminée aux États-Unis. Un bon 3/4 des entreprises du S&P 500 ont battu le consensus en termes de profitabilité, ce qui est très solide, et ce qui est nettement plus solide que les résultats quand même intéressants publiés au sein de la zone euro. Sur les marchés actions aux États-Unis, 3 indices nous intéressent, le Nasdaq 100, le SP et le Dow Jones des valeurs industrielles. Et j'ai envie de dire que lorsque je regarde le Nasdaq 100, tout va bien. Alors je ne vous refais pas toute l'histoire de cet indice sur lequel on s'est fermement positionné dans le sens de la hausse mi-janvier et sur lequel nous avons remis une couche le 10 février à la cassure de cette oblique. Mais c'est juste pour vous montrer que ce marché est puissant,
puisque on avait ici en l'état des signaux plutôt négatifs sur le momentum la semaine dernière. Le marché s'est contenté de faire une phase de dérive latérale au-dessus du premier support à 4430 points. Et d'ailleurs, la proximité de cette ligne de tendance relance déjà le marché. Donc bon, le Nasdaq 100, j'ai envie de dire, au-dessus des 4430, il reste quand même plutôt bien, bien orienté. Ensuite, lorsque j'étudie le SP et le DO, le SP500, c'est la même chose. Je me suis même demandé en l'état si nous n'avions pas une divergence haussière cachée intraday sur le SP500, m'invitant à penser que le support des 2100 points pouvait tenir. Alors ici, vous avez les précédents sommets annuels à 2090, la zone support vraiment solide 2080-2090, mais en réalité, il y a un tout premier niveau de support ici à 2100 points. Et j'ai plutôt le sentiment que le SP500 pourrait tenir ici ces 2100 points. En tout cas, voilà. Plutôt une nouveauté, je dirais, en ce début du mois de mars. Janvier-février, c'était clairement un mois de meilleur comportement relatif des actions européennes. Mars pourrait s'ouvrir différemment, enfin en tout cas se dérouler différemment, s'ouvre en tout cas différemment. Vous avez qu'à comparer l'Eurostoxx 50 et le SP500, le Nasdaq ou le Dow pour voir que la semaine commence autrement de ce point de vue-là. Alors pourquoi ? Parce que voilà, il y a peut-être aussi un phénomène de rattrapage lorsque vous comparez les performances depuis le début de l'année. Je vais vous les donner. Je vais vous les donner toutes ces perfs. Depuis le 1er janvier, le CAC gagne encore un peu moins de 15%. L'Eurostoxx 50 autour de 14,5%. Le DAX gagne 16% au moment où je vous parle, depuis le 1er janvier. La performance du Dow est de 1,90. Donc voilà, j'anticipe déjà la question qui est pourquoi est-ce que le CAC baisse depuis quelques heures alors que les marchés actions US tiennent bien. Le CAC prend 15 depuis le début de l'année, le Dow 1,90. Ce sont deux marchés complètement donc différents depuis le début de l'année. Pas non plus s'étonner qu'ils puissent se désynchroniser sur une séance, voire plus. Alors, concrètement, voilà pour le speech que je souhaitais vous livrer. Maintenant, je vais répondre à vos questions. L'once d'or, vous avez un article sur notre site, reste pour le moment en position sous les 1220. Moi, en ce qui me concerne, je reste neutre sur ce marché. Et la neutralité, c'est un choix. Entre la ligne de tendance en place depuis 6-7 novembre et cette première résistance qui couvre les cours ici sur les 1220. Phase de questions-réponses maintenant. Alors j'ai bien apprécié l'émission. Alors, première question de Pablo, intéressante. Vous avez bien apprécié le point de marché Ishimoku de vendredi dernier. Alors, ça change des 140 caractères de Twitter. En effet, alors, ce point de marché de Karen Pellwal, il a lieu tous les vendredis à 16h. Mais peut-être que vous souhaitez le voir après coup. Vous avez notre chaîne YouTube DailyFX France que vous connaissez peut-être ou pas, avec une section Ishimoku, à l'intérieur de laquelle vous retrouverez justement les enregistrements de ces bilans hebdomadaires Ishimoku. Celui de vendredi a d'ailleurs été chargé ce matin, donc il est déjà disponible. Alors, l'or nous fabrique une bougie rouge en daily. Alors, l'once d'or, je viens de m'exprimer dessus. C'est vrai que pour le moment, on est sous les 1220. Alors, Thierry, peut-on avoir l'index dollar australien sur la plateforme? Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres indices devises que celui qui est installé par défaut, le Dow Jones FXM Dollar Index, en utilisant en effet, en personnalisant en fait votre plateforme. Vous avez deux possibilités. Alors, pour les indices devises, il faut vous rendre sur le site fxcodebase.com, sachant qu'on vous a facilité la tâche en vous donnant directement dans notre forum les liens pour télécharger ces indices devises. Bon, vous pouvez en effet regarder ça si ça vous intéresse. Après, je pense que vous pouvez aussi tout simplement faire un tour d'horizon GBP AUD, Euro AUD, AUD USD pour vous faire une opinion, ou AUD Yen, enfin voilà, regardez toutes les paires en dollars australiens pour vous faire une opinion un peu plus précise. Alors, Alain 41, question sur le DAX. Vous vous posez la question de savoir, faut-il se positionner à l'achat dès le premier support, comme généralement cela fonctionnait. Il est vrai que le DAX ne casse pas de support. Le DAX aujourd'hui d'ailleurs nous donne
en fait aucun signal de vente du point de vue des prix, ça c'est certain. C'est un indice qui est fort, c'est d'ailleurs le plus performant depuis le début de l'année au sein de la zone euro. Il ne faut pas y être surpris. Le DAX, ce sont les plus grands exportateurs de la zone euro, pas seulement, il y en a dans le CAC, il y en a dans le MIB, il y en a dans l'IBEX, mais les plus forts. En fait, depuis le début de l'année, deux secteurs surperforment, l'industrie, les biens de consommation, et au sein de l'industrie et des biens de consommation, les plus grands exportateurs. Et forcément, qui dit industrie, qui dit exportation, dit Allemagne, dit DAX. Il est solide, cet indice. Sur le plan de l'analyse technique, il y a un tout premier support que je surveille ici à 11 339 points. Si ce niveau vous intéresse, pourquoi pas l'exploiter? Tout n'est question que money management, c'est-à-dire que vous avez peur que ça dévisse et qu'un jour on fasse une consolidation profonde, ce qui peut arriver sur les marchés actions européens. La seule solution, c'est lorsque vous initiez cette stratégie d'achat, c'est de mettre le stop 20 points sous le support. Ça casse, vous sortez, point barre. Moi j'ai toujours dit finalement que une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Si vous prenez la tendance haussière du DAX, elle s'est relancée au moins une dizaine de fois depuis le début du mois de janvier, mais arrivera un moment où elle va se retourner, ne serait-ce qu'à court terme, ne serait-ce que pour prendre des bénéfices. Et parce qu'un marché ne prend pas 40% en ligne droite, pas à ce rythme en tout cas. Mais pour le moment, le signal n'est pas donné sur le DAX. Donc 11 339 en premier support. Alors, bonjour Parfil. Parfil nous rappelle que donc à l'ouverture de Wall Street, généralement, les marchés actions européens sont rapidement achetés. C'est possible. C'est possible. Généralement, en effet, c'est ce qui se passe. Bon, pour le moment, le DAX, en effet, il tient. Et d'ailleurs, le CAC, est-ce que le CAC casse un support en données 4 heures? Non. La clôture H4, c'est celle de 15 heures. Si je devais citer un premier support, je donnerais tout bêtement 4900 points. Bon, j'ai envie de dire que pour le moment, ça tient. Jusqu'à preuve du contraire, la tendance peut se relancer. On verra. Oui, alors Visiteur nous rappelle quelque chose d'intéressant. Si on doit, alors, en effet, ne pas comparer les choux et les carottes, hein, j'utilise souvent cette expression. La performance que je vous ai livrée sur les marchés actions, elle tient compte des devises nationales. C'est-à-dire que le Dow Jones gagne 1,90 en dollars, le CAC et le DAX gagnent 16%, sauf que l'un est en dollars US, l'autre est en euros. Ce qui serait intéressant, ce serait de connaître la performance, je ne sais pas, de comparer la performance des indices boursiers européens en dollars par exemple. Donc ce qui serait intéressant, ce serait de connaître la performance de l'Eurostoxx 50, du CAC et du DAX en dollars US. Et je pense tout de même que depuis le début de l'année, elle est supérieure à celle de Wall Street. Mais à vérifier. Alors, une question sur le palladium. Le palladium, eh bien, il est plutôt sacrément solide ces derniers temps. Je vais passer sur un horizon de temps supérieur. Alors, ça a toujours été un métal à part, le palladium. Même en 2014, c'était un des rares métaux précieux à avoir été fermement haussier d'ailleurs. Enfin, fermement à avoir été haussier. Regardez, en analyse technique, c'était quand même propre ce signal. Ici, vous êtes en données journalières. Voilà, lorsqu'on a des compressions comme ça, on avait vraiment donné un beau signal ici le 4 mars 2014 suivi d'un pullback. Alors maintenant, où en est le palladium? Est-il en train de donner un signal? Je suis en train de me demander si le palladium n'est pas en train de casser une résistance, mais bon, toujours moins à l'aise lorsqu'on vient quand même de gagner, de bien progresser. Mais en effet, je pense que là, ça vaut le coup d'attendre une clôture journalière, car si le palladium confirmait au-dessus des 821 $, ce serait un signal d'achat, et à ce moment-là, exploiter le pullback pour se positionner. C'est comme ici, hein, 4 mars on donne le signal, le pullback, et là on peut mettre le long. Donc voilà,
on attaque ce niveau des 820-821. Si le palladium brise la résistance, ce serait en effet pour aller viser les 900. Donc à surveiller. Ça vaut le coup de suivre cet actif. Mais en l'état, oui, on est vraiment en train de tenter de casser une résistance là sur le palladium, c'est un fait. On est en train de casser une résistance sur le palladium. Ouais. Voilà, il y a environ 3% d'écart, nous rappelle Serge. Donc voilà, la performance des indices boursiers européens en dollars reste quand même supérieure à celle de Wall Street. Et Alain 41 nous parle donc de sa position sur le DAX. Et bonne semaine, Benny Boy. Et les statistiques sont tombées. Et je pense, au vu de la réaction de l'euro-dollar, que ces statistiques doivent être plutôt sympathiques. Alors, c'est parti. USD CAD. Alors l'USD CAD tente en effet de donner un signal. L'USD CAD, c'est de toute façon, il n'y a pas photo. Hein, moi j'ai toujours pensé qu'elle finirait par sortir par le haut. Alors l'ISM 52,9. Bon, les statistiques, elles sont, oui, plutôt, elles sont pas exceptionnelles, mais elles sont plutôt en ligne avec les attentes. Bon, en tout cas sur l'USD CAD, clairement, il faut surveiller cette oblique. Donc en effet, ça tire. Bon, c'est pas non plus. Voyons le dollar US. Bon, le dollar US qui est globalement toujours bien orienté, mais qui teste ici cette résistance à 11 854. Il n'y a pas de. Je vais regarder les autres paires. NZD-USD toujours sous pression sous les 0,76. AUD-USD toujours sous pression. Le GBP, alors attention quand même le GBP. Ouais, le GBP-USD, bon il y a la moyenne mobile à 20 jours là que je suis. Prudence quand même sur le GBP, mais pourquoi pas. J'avais ici d'ailleurs, je pense, une toute petite ligne de tendance. Oui, le GBP USD, la MM20, MM20 jours dont j'ai parlé ce matin, qui potentiellement présente toujours un intérêt. Enfin, en tout cas, c'est l'indicateur de tendance que je suis. Bon, il n'y a pas une réaction extrêmement volatile là sur les marchés. Quant à l'euro-dollar, j'aurais toujours tendance à voir dans les 1,11,95, 1,12, et éventuellement un niveau de support, avec toujours la possibilité de voir notamment le RSI rejoindre la neutralité à 50 et aller chercher au moins la résistance ici des 1,1260. Voilà, donc je dois vous laisser puisque on me rappelle justement que j'avais un rendez-vous important à 16 h. Merci d'avoir été attentif à l'émission Wall Street Insider, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez un webinaire tout à l'heure à 18 h intéressant, puisqu'il y a souvent des questions qu'on relève à ce niveau-là, comparatif MT4 TS2, comparatif MetaTrader et la plateforme Trading Station 2. Et demain, vous avez aussi un webinaire sur les fondamentaux de l'or et des métaux précieux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est de nature à vous intéresser. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs et je vous retrouve demain pour l'émission Wall Street Insider et on viendra assez largement sur le dollar australien notamment. Merci beaucoup.